Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial. La Cour constitutionnelle au Gabon a définitivement validé ce vendredi 29 novembre l'adoption de la nouvelle constitution approuvée mi-novembre, justement, comme je le disais, par référendum avec 91,64% de oui selon son président. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons échanger sur les perspectives après ce référendum et surtout sur la signification du manque de contestation au niveau de la plus haute instance judiciaire du Gabon. Et je reçois donc, justement pour en parler, Monsieur Sir Pavlov Moussa Moussavou, sociologue politique. Bonjour. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien et merci pour l'invitation. D'accord, donc on va essayer de parcourir de long en large le sujet. Si on revenait sur le scrutin, sachant, ne connaissant pas vos penchants, vous nous direz quel était le penchant que vous aviez justement, quelle était peut-être votre sensibilité. Comment avez-vous vécu le déroulé de ce référendum? Écoutez, il faut dire que déjà je tiens à saluer le travail qui a été abattu par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que, étant un homme du terrain, j'ai pu constater, surtout le jour du scrutin, que tout s'est véritablement bien passé. Et je tiens également aussi à relever ou à saluer la maturité des différents camps, parce que nous avons assisté là à une campagne qui a eu lieu dans une totale accalmie, dans une atmosphère pour le moins conviviale. D'ailleurs, nous avons eu, par exemple, une image forte que je vais ici relever, c'est cette accolade entre un partisan du non, une figure de proue d'ailleurs, qui n'est autre que Marc-Ulrich Malekou, et un partisan du oui, je crois, dans le Goué maritime, qui se sont serrés la main. Voilà. Après les résultats? Non, pas après les résultats, mais pendant la campagne. Pendant la campagne. Voilà. Donc ils ont eu le temps, malgré qu'ils étaient divergents. Bien sûr, c'est pour dire que nous ne sommes pas ennemis. Voyez-vous, l'adversité politique ne signifie pas que nous ne sommes plus de la même famille, nous n'avons plus en partage le même pays, nous n'avons plus en partage les mêmes valeurs, ainsi de suite, qui sont notamment des valeurs républicaines allant dans le sens du respect de l'autre, des opinions des uns et des autres, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et durant la campagne, on a vu, il y avait un camp qui défendait le oui, un autre camp qui défendait le non. Il y a eu plusieurs accusations que chaque camp... des intentions que certains prêtaient aux autres. Est-ce que dans l'ensemble, on peut considérer que l'ambiance a néanmoins été assez démocratique? Écoutez, l'ambiance a été démocratique et républicaine, en ce sens que nous n'avons pas enregistré de débordement, voilà, qui serait de nature à entacher la campagne ou encore les résultats. Voyez-vous, tout s'est passé dans la plus grande des convivialités. J'y arrive. Convivialité, oui. D'accord. Et je reviens toujours ici dans le respect des idées ou encore des positions des uns et des autres. Il n'y a pas eu de confrontation directe au-delà de simples débats ou du moins des échanges d'idées, de visions, ainsi de suite. Débat un peu virulent qu'on a pu voir sur certains plateaux télé. Oui, c'est normal que les débats aient été virulents. Certains ont jeté des documents... Les questions politiques ont ceci de particulier, voilà, qu'elles déchaînent les passions, voyez-vous. Voilà, le Gabonais est quelqu'un... C'est un bon signe, on va dire. De très passionné par les questions politiques, et cela s'explique pourquoi? Parce que les questions politiques sont celles-là qui concernent d'abord, premièrement, je vais dire, la gestion ou du moins la façon dont nous voulons gérer notre cité. D'accord. Justement, il semble que les résultats définitifs publiés par la Cour n'aient pas été contestés. Comment cela s'explique? Écoutez, il faut aussi reconnaître que... On parle de 91,6%. Voilà, c'est selon. Écoutez, il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi? Parce que il faut aussi que nous soyons honnêtes. Il était assez difficile d'imaginer que le oui puisse l'emporter. Pourquoi? Parce que... Que le non puisse l'emporter? Pour que le non puisse l'emporter. Pourquoi? Parce que il faut dire que ce camp a manqué aussi, a été absent sur plusieurs fronts. Voyez-vous, j'ai par exemple Justement, certains disaient qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire campagne. Oui, mais écoutez, les moyens... Est-ce que c'est une affaire de préparation ou est-ce que c'est... Oui, la préparation aussi a peut-être été défaillante. Je vais prendre un exemple simple. J'ai fait récemment plus d'une trentaine de villages. Voyez-vous, je suis arrivé ici
à quelques jours du vote. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec des Gabonais qui, pour la plupart d'ailleurs, se sont abstenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment été sensibilisés. Voilà. Donc la sensibilisation n'était pas seulement du ressort du gouvernement ou encore des partisans du oui, mais il fallait aussi qu'il y ait des partisans du non sur le terrain pour davantage faire comprendre aux Gabonais les enjeux de ce référendum, là, ainsi de suite. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu une grosse défaillance. Est-ce que ce sont les moyens financiers qui ont manqué? Mais je crois que tout a surtout été une question au niveau de l'organisation qui a été défaillante. Voilà. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'il n'y ait pas de contestation? C'est fort. C'est fort quand même que tous les acteurs du non, malgré cette débâcle, on parle de 91,6 ou 8%, c'est selon. C'est terrible. Comment personne ne s'est levé pour dire nous ne sommes pas d'accord. Il faut dire que on ne peut pas dire que personne ne s'est levé en ce sens que nous avons vu certains acteurs rejeter les résultats. Mais il faut qu'ils aillent bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'officiellement, il n'y a pas eu une saisine de la Cour constitutionnelle. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que je ne vais pas répondre à la place de ces hommes et ces femmes-là, mais je vais dire que eux-mêmes, au fond d'eux, je suis sûr ils sont sûrs qu'ils ne pouvaient pas l'emporter, honnêtement. Vous pensez qu'on est encore dans la tour de Pise? Bon, c'est-à-dire cette cour qu'on a connue durant plus de 30 ans qui penchait uniquement du côté du régime Bongo? On peut tout dire. Voyez-vous, toute œuvre humaine a des ratés. D'accord? On peut relever certains manquements au niveau que nous avons pu observer pendant la campagne et l'organisation. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec simplement? Mais il faut dire que, mais voilà, vous me prêtez le mot. En principe, en réalité ou en vérité, les partisans du non savaient clairement qu'ils n'avaient pas véritablement, qu'ils allaient perdre en fait. Je veux le dire de façon simple. D'accord. Et cela s'explique, sinon comment interpréter ce silence-là? Je le dis encore, je ne veux pas parler en lieu et place de ces acteurs-là, mais s'ils n'ont pas eu le courage de saisir officiellement la Cour constitutionnelle alors qu'ils ont suffisamment eu de temps, en effet, c'était 2 semaines, je pense. On peut se poser la question, en fait, et on peut aussi se permettre de tirer une conclusion. Voilà. D'accord. Et les résultats définitifs proclamés en audience totalisent moins d'inscrits. Donc on parle de 853 028 au lieu de 868 115. Moins de votants également, moins de suffrages exprimés que les chiffres provisoires publiés par le ministère de l'Intérieur. Ouais. Mais le taux de participation, enjeu crucial, est en légère hausse. On parle de 54,18%, contrairement à 53-54% auparavant. Votre réaction par rapport à cela? Écoutez, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, voyez-vous. Mais on parle des chiffres officiels. Ce que je vais dire ici, c'est que nous avons là un fichier électoral qui a besoin d'être mis à jour, qui a besoin d'être nettoyé. Ça a été le cas, je pense, avant l'élection. Maintenant, pour ce qui est des écarts, il faut dire que ça ne sont pas des écarts aussi considérables que ça, parle de 1, 2%, sur lesquels on pourrait s'attarder pour dire, écoutez, le fossé est trop énorme, venez nous fournir... Mais justement, ils auraient pu contester ces différents changements. Mais écoutez, cela ne va rien changer. 1%, c'est toujours 1% de plus. Oui, c'est important, voyez-vous. Mais cela ne va pas donner un oui, ou plutôt un non vainqueur, sachant que l'écart est assez énorme. Vous avez un côté un oui qui l'emporte avec 91% et le non qui a 88%. Vous pensez que si on réduit les 1%, si on vient baser une contestation sur les 1%, ça va changer quelque chose sur l'issue ou encore les résultats? Pas du tout. Ok, mais puisque nous parlons justement des perspectives, bon déjà, on va souligner un point, c'est que avant la publication officielle de la Cour, certains requérants sont allés justement vers l'instance et avaient saisi la Cour pour exiger l'annulation du scrutin. Ce qui est autre chose, ce n'était pas forcément les résultats qui contestaient, mais ils avaient demandé l'annulation du scrutin qui qualifiait d'illégal et d'anticonstitutionnel. Quelle est votre analyse en tant que sociologue politique de cela? Vous savez, nous avons aussi cette manie-là de faire les choses un peu tardivement. On parle de 6 politiciens qui sont allés pour... Oui, à quel moment? Si ma mémoire m'est fidèle, c'est à 2 ou 3 jours de la tenue des élections. Avant le vote, oui. D'accord, avant le vote. Mais voyez-vous, vous avez un gouvernement qui a déjà engagé des fonds, qui a entrepris un certain nombre de travaux. Mais écoutez, vous n'allez pas venir tout balayer du revers de la main. Je crois que cette procédure-là, que je peux dire, bon, je peux me permettre de dire qu'elle était peut-être fondée, mais la question du timing ici a fait défaut. Ils auraient dû saisir la Cour constitutionnelle un peu plus tôt, parce que nous n'avons pas été surpris par la tenue de ce référendum. Il a été annoncé quasiment 1 an avant. Pourquoi avoir attendu 2 jours ou 3 jours avant le vote pour introduire ou du moins pour saisir la Cour constitutionnelle?
Est-ce que nous ne sommes pas là face à encore ce même jeu? Ça y est, regardez-nous, nous aussi, on est des boudeurs pour être à Vous pensez que c'était un tremplin pour certaines personnes? Nous sommes dans un pays où nous avons été habitués à avoir des hommes politiques qui, en lieu et place des idées ou d'une vision, se contentent de bouder pour attirer le regard du président de la République. En espérant que ces habitudes changent. Bon, pour l'heure, elles n'ont pas encore changé, malheureusement. D'accord. On va donc aller de plein pied sur les perspectives. Voilà, donc une fois les résultats justement publiés et validés par la Cour, la prochaine étape est censée être l'adoption d'un nouveau code électoral. Que peut-on dire de ce côté? C'est quoi les enjeux? Mais écoutez, c'est le code électoral qui fait qu'au sortir d'une élection, il n'y ait pas de contestation. Tout commence par le code électoral. Donc, ce que je peux proposer ici, c'est qu'on puisse davantage associer toutes les sensibilités. Voyez-vous, en parlant par exemple de l'organisation du référendum, il y a certains acteurs du non notamment qui se sont prononcés en disant qu'ils n'ont pas été associés par le ministère de l'Intérieur. Donc, je crois que nous devons avoir une organisation qui soit plus inclusive pour que toutes les sensibilités puissent donner leurs différents avis, leurs apports, ainsi de suite, des assises que pour que nous puissions aboutir sur une loi électorale qui fasse consensus, en fait. Vous pensez que le code, le code sur lequel on s'est appuyé jusqu'à maintenant a des failles? Mais bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a forcément des failles. Voyez-vous. Et cette faille-là, par exemple, qui a été relevée par les acteurs de l'opposition ou ceux du Front du Non, est pertinent. Il faut qu'il y ait toutes les sensibilités à tous les niveaux du processus. Ça fait en sorte que, au sortir de là, ou du moins que le résultat final ne souffre d'aucune contestation. Nous pouvons offrir cela à notre pays. D'accord. Et donc, on arrive dans le plein pied du sujet. L'après-référendum, le référendum est passé, la victoire du oui a été consommée, on va dire, même si difficilement par certains. C'est quoi la suite? À quoi peut-on s'attendre avant de sortir enfin de cette transition qui va bientôt arriver à 2 ans? Mais écoutez, la boucle, c'est l'élection présidentielle à venir. D'accord. Voyez-vous, mais je vais revenir sur le référendum pour ressortir ici le pourcentage en rapport avec l'abstention. Voyez-vous, nous avons une élection à venir et cette abstention-là est révélateur d'une crise profonde qui prévaut entre les populations gabonaises et les élites politiques ou encore militaires aujourd'hui. Voyez-vous, donc il va falloir que le gouvernement, d'accord, les nouvelles autorités puissent davantage aller vers les populations, poser des actes forts pour que les Gabonais puissent désormais, ou du moins pour que cette confiance-là qui a été rompue, puisse... Est-ce que vous voulez dire par là que le risque, c'est que les mêmes... le même taux de participation se répète à la présidentielle à venir? Et pourquoi pas? Si vous avez des Gabonais qui se disent que le tour est joué d'avance, rassurez-vous, j'ai discuté avec certains qui disaient qu'ils se sont abstenus parce qu'ils savaient que le oui devait forcément l'emporter. En 2023, pourtant, le régime que vous connaissez était là, mais on a eu quand même un taux de participation très élevé. Le contexte n'est pas le même, d'accord? Vous avez en 2023 des Gabonais qui en avaient ras-le-bol. D'accord, qui voulaient à tout prix, qui étaient dans une posture, écoutez, tout sauf ceux qui sont là, d'accord? Et là, vous avez d'autres qui ont vécu le 30 août 2023 comme étant la porte vers une nouvelle ère et qui sont aujourd'hui très assoiffés du changement, un changement qui... Est-ce que ça ne justifie pas justement la faible participation? Le contexte n'est pas du tout le même. Parce que on peut arriver sur... Excusez-moi de vous interrompre, mais on peut arriver sur cette réalité, sur le fait que beaucoup de Gabonais se sont dit, voilà, le coup d'État, le coup de libération a eu lieu. Bon, on a des militaires qui sont au pouvoir, qui montrent, qui posent des actions. Bon, moi, ça va, je ne suis pas impacté dans mon quotidien. Référendum ou pas, de toutes les façons, moi, j'aime bien ce qui se passe, je n'ai pas forcément besoin d'aller voter. Parce que certains politiciens prennent l'abstention comme étant un non. Mais est-ce que ce n'est pas un oui, justement, déguisé? Le fait qu'ils soient là et puis bon, tout va bien. Écoutez, tous ceux qui se sont abstenus ne sont pas forcément favorables à un non. Justement. Voyez-vous. Mais je crois qu'il y a eu, dans le camp du oui, une grosse erreur de casting. En ce sens que beaucoup de ces acteurs-là que nous avons vus aux avant-postes sont ceux-là même que les populations avaient, permettez-moi l'expression, vomi le 26 août 2023. Voyez-vous, donc ce sont les mêmes qui hier
ont fait en sorte que le tissu social puisse complètement être détruit et qui viennent aujourd'hui, parce qu'ils ont soi-disant, ils viennent maintenant parler au nom du nouveau pouvoir. Mais ils seront toujours suite. là. Non, les Gabonais ne sont pas dupes. Ils seront là. Ce que ça l'élection trahit présidentielle. ici, c'est que nous avons là des populations qui ont une véritable soif d'un réel renouvellement du personnel politique. Ils souhaitent cela. Les populations gabonaises sont fatiguées de voir certains acteurs. Mais est-ce qu'ils les auront? Ben, écoutez, ces acteurs-là, c'est aussi du peuple qui doivent sortir. Voyez-vous, la vie n'est qu'un éternel passage de témoins d'une génération à une autre. En effet. Ceux qui sont là finiront forcément par partir. Mais pour qu'ils partent, il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui se lèvent et qu'un travail aussi de fond soit mené sur le terrain pour que les populations soient davantage plus, comment je veux le dire, plus regardant sur les projets au lieu de facilement céder à tout ce qu'on leur tend en termes de gadgets ou encore de petits 5 000 francs. Voilà, en parlant justement de ce point, les gadgets, les 5 000 francs, il y a une certaine personnification de la politique qu'on a pu constater depuis les 40, 50 années qui sont passées. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une élection, en général, ce n'est pas un programme que l'on vote. En général, ce n'est pas une vision que l'on vote, mais il s'agit souvent de « j'aime bien monsieur Pavlov, vous, c'est lui que je vote ». Et on a vu justement cet amalgame durant le référendum où beaucoup de personnes ont considéré que le oui, c'était Oligui Nguema et le non, c'était soit telle ou telle personne en face. Est-ce qu'on a le temps, avant les présidentielles, parce qu'on parle justement de la suite, est-ce qu'on a le temps de pouvoir réajuster, recalibrer, afin que les populations puissent, lorsque le temps viendra de voter, faire des choix politiques, des choix donc de vision plutôt que des choix de personnes? Très bien. Je vais reprendre ce propos du président de la transition, chef de l'État, qui, lors d'une de ses sorties, disait ceci: « Les combats d'une république ne se gagnent pas d'un coup. » Voyez-vous, le changement des mentalités ne se décrète pas, il se construit. Personnellement, je ne m'attends pas à un profond changement, un miracle lors des prochaines élections, mais je reste optimiste. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs sur le terrain qui sont en train de travailler là-dessus pour que nous puissions assister à un réel changement ou une réelle transformation des mentalités. D'accord. Mais voilà, donc on est certain donc, que l'élection présidentielle aura lieu. On ne sait pas encore à quel moment. Très bien. On a déjà un paysage politique qui est dessiné. Est-ce qu'on peut se projeter sur les forces en présence? Monsieur Boussavou, vous n'êtes pas forcément vous-même acteur politique, mais en tant que sociologue, est-ce qu'on peut se projeter sur les forces en présence et les enjeux de la future élection présidentielle, sachant qu'on sortira de la transition? Mais écoutez, le véritable enjeu de la future élection présidentielle, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Attendu par le monde entier. Voilà. Mais vous savez, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, parce que je suis sûr que ce sera une élection générale, je ne sais pas encore, est-ce qu'elle sera... On verra. Mais c'est ceux qui vont comprendre ou prendre en compte réellement les aspirations profondes des populations gabonaises. Voyez-vous, cette fois-ci, le oui est peut-être passé parce que nous avons eu un narratif qui a créé une sorte de confusion, en ce sens qu'on disait, si vous votez oui, ça veut dire que vous êtes avec le président de la République, président de la transition, et l'autre, vous êtes par exemple avec un acteur tel que Alain-Claude Bilebinze, pour ne pas le citer. Voilà. Ou Albert Ondossa. Donc, voilà, ou Albert Ondossa et les autres. Mais aujourd'hui, les Gabonais ont cette soif-là de voir émerger une nouvelle classe d'acteurs politiques. Est-ce qu'on a le temps pour ça? On n'a pas forcément le temps, d'accord? Mais c'est un travail, le Gabon ne va pas s'arrêter avec les élections présidentielles à venir. C'est un travail que nous devons mener. Pourquoi? Parce que notre pays en a besoin. Voyez-vous? Et là, on pense à certaines structures comme le Conseil national de la démocratie, justement, qui sont censées pouvoir permettre à ce que le peuple puisse acquérir ses réflexes démocratiques. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de la Cour constitutionnelle, au-delà du CTRI, du ministère de l'Intérieur, d'autres structures, on parle aussi, n'oublions pas la société civile. Les acteurs de la société civile. Voilà, comment est-ce que tout ce monde peut permettre à ce que les choses aillent mieux pour qu'au soir disons le 30 août, je ne sais pas, le 30 août 2025, on ne connaît pas la date, mais ça fera 2 ans pile, on va dire, est-ce qu'on peut espérer, avec l'intervention de ces personnes au soir du 30 août, qu'il n'y ait pas d'abord de heurts, c'est-à-dire de bagarres? On a vu ce qui s'est passé en 2016 ici, et ce qui a failli se passer justement en 2023. Comment est-ce que toutes ces composantes de la société peuvent travailler pour que ça n'arrive pas? Mais écoutez, il faut une synergie. Voyez-vous,
au-delà de tous nos différents points d'accord, nous devons être capables de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus. Voyez-vous, nous devons réapprendre à penser Gabon d'abord. Il faut replacer le Gabon et les Gabonais au centre de toute action politique. Au centre de tout projet politique, il va falloir que nous puissions recentrer le Gabon, autant pour moi, et les intérêts ou encore les aspirations profondes de ces populations. Donc, il va falloir aussi que nous puissions faire en sorte que ces institutions-là, à l'instar du CND, cessent d'être de simples institutions où on va caser quelques mécontents parce qu'il faut que chacun ait sa part, ainsi de suite, un garage politique. Il faut que ces institutions-là soient occupées par une nouvelle catégorie d'acteurs qui est réellement décidé à travailler pour impulser un véritable changement sur le terrain, que ce soit au niveau des mentalités ou encore des aspirations, ainsi de suite. OK, on arrive les aspirations des populations. Voilà. Exactement, on arrive bientôt au terme, mais abordons un peu la dimension internationale justement de la suite, de ce que ça peut impliquer, on va dire. On sait que le président Oligui Nguema a fait quelques pays récemment. Il était au niveau de Bruxelles, donc en Belgique. Après, il était en Égypte, il a rencontré le président Al-Sisi. Et après, il était au Sénégal, où d'ailleurs il a signé un partenariat entre le ministère de l'Intérieur du Sénégal et celui du Gabon en vue des élections prochaines au Gabon. Comme on sait que le Sénégal est justement, on va dire, bien placé, un exemple en termes de transition démocratique. Que peut-on dire sur le plan international des attentes par rapport au Gabon et à la transition qui est censée s'achever dans quelques mois? Mais écoutez, la communauté internationale nous regarde. Voyez-vous, ce qui se passe au Gabon intéresse forcément la communauté internationale, en ce sens qu'il y a plusieurs pays qui ont leurs intérêts ici au Gabon. Donc, ces acteurs-là n'ont pas intérêt à ce que le Gabon s'embrase, par exemple. Ce n'est pas ce que je souhaite et je suis sûr Personne ne le souhaite. Nous avons eu suffisamment de maturité pour faire en sorte que cette situation-là, pour le moins chaotique, ne puisse pas ne puisse pas arriver. Mais il y a aussi la crédibilité, voyez-vous. Donc, et nous avons par exemple les organismes ou encore les organisations internationales, en parlant de certains bailleurs de fonds. Et les banques, en effet. Voilà, les banques qui ne prêtent, d'accord, qu'à des États démocratiques. À des États démocratiques, mais qui jouissent d'une certaine crédibilité. Voilà aussi le véritable enjeu. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ce sont des questions politiques aujourd'hui que nous traitons, mais à côté de ça, il y a les questions économiques. Oui, il n'y a qu'en se basant sur l'économie qu'on pourra répondre aux aspirations profondes des populations gabonaises. Et on pourra aborder dans un prochain plateau peut-être justement le plan de finances, le projet de finances, la loi des finances 2025. Je tiens à saluer ici la démarche qui est celle du président de la transition qui va vers l'extérieur à la recherche de certains partenaires financiers ou encore techniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'en se basant sur l'économie qu'on pourra répondre à tous les challenges que nous rencontrons sur le plan social, et ainsi de suite. Un dernier mot, je rappelle que vous êtes sociologue, adressez-vous directement à nos téléspectateurs. Nous sommes arrivés bientôt au niveau de la fin de la transition au Gabon, sachant que le référendum est derrière nous. Il ne reste plus que quelques étapes, on va dire, avant l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, j'ai l'intime conviction qu'un autre Gabon est possible. Et je crois que nous avons suffisamment des indicateurs qui nous poussent à davantage être optimistes. Voyez-vous, tout ce qui se fait n'est pas forcément parfait, mais il y a pas mal de signaux qui nous prouvent aujourd'hui qu'il y a un nouveau Gabon qui est en train de se construire. Et je ne peux inviter que tout le monde, d'accord, que tous les Gabonais, que chacun à son niveau puisse réellement comprendre cette vision-là, avoir le Gabon d'abord comme véritable objectif, d'accord, pour que nous, ensemble, nous puissions avoir, ou du moins avoir un nouveau Gabon. Le Gabon auquel tous nous rêvons est un Gabon que nous avons tous, chacun à son niveau, la responsabilité de construire. Ce n'est pas de la charge uniquement des autorités politiques ou encore militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est l'œuvre, c'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous, chacun à son niveau, chacun dans son couloir. D'accord. Voilà. Je retiens que c'est la charge de tout Gabonais d'aller vers ce Gabon dont nous rêvons tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes monsieur Sia Pavlov Moussavou, vous êtes sociologue politique ici au Gabon. À très bientôt. À très bientôt, merci. Vous aussi, nous vous remercions d'avoir suivi ce plateau spécial en lien avec justement les étapes après le référendum au Gabon. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.